La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 14 octobre 2025. Ça s'appelle ce matin sur les marchés l'art d'être offensif, défensif. Les investisseurs sont toujours tiraillés entre leur appétit pour tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA et leur instinct de survie qui les pousse vers certains sanctuaires. Bilan des courses, la tech monte en même temps que l'or. La sinusoïde des relations commerciales entre Washington et Pékin a ramené la volatilité sur les marchés qui avance un petit peu dans le brouillard à cause de l'absence de statistiques économiques officielles aux États-Unis à cause du shutdown. C'est dans ce contexte que les premiers gros résultats trimestriels d'entreprise arrivent dès ce mardi. Voilà ce qu'on va développer ce matin dans la chronique. Les marchés ont beau connaître les tactiques de l'animal, ils se font encore prendre par les sautes d'humeur de Donald Trump. Il faut dire que le président des États-Unis reste imprévisible dans sa prévisibilité. Vendredi, il a haussé le ton en menaçant la Chine des 10 plaies d'Égypte pour son louvoiement commercial avant de s'adoucir considérablement. Un bon bourre-pif avant une caresse, c'est la doctrine Trump. Symbole de la réaction épidermique des marchés, on a eu donc moins 3,5% pour le Nasdaq 100 vendredi et plus 2,2% pour le même Nasdaq 100 hier. L'indice américain a donc refait plus de la moitié du chemin. En effet, pendant le week-end, Washington et Pékin ont laissé entendre qu'en dépit de la brouille de vendredi, les négociations sur les termes de leur échange commercial continuent. Cela n'empêche pas les deux pays de s'envoyer quand même quelque chose trappe bien placé, du genre « je limite ton accès aux terres rares pendant que tu m'empêches d'acheter des puces Nvidia en nombre suffisant ». Mais bon, tant que le dialogue est possible, il y a de l'espoir. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, l'élément économique stable du régime, vous le savez, s'attend toujours à une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à la fin du mois, comme cela était prévu. L'apaisement a donc porté ses fruits, aussi bien pour Wall Street que pour l'Europe. L'indice Stoxx Europe 600 reste assez proche de son record du 8 octobre dernier, après un rebond de plus 0,4% hier. Il est quand même sur un gain de 11,6% depuis le 1er janvier, ce qui reste tout à fait honorable. Le CAC 40 français, lui, il parvient à afficher 7,5% de gains en 2025, ce qui tient presque du miracle au regard du contexte politique local. On reste quand même assez loin des hausses allemandes, plus 22,5%, espagnoles plus 34%, ou encore grecques plus 40%, c'est-à-dire comme par hasard des pays dont les finances publiques sont robustes ou en voie d'amélioration. On va d'ailleurs en reparler un petit peu après. Mais d'abord, on fait une petite parenthèse sur l'or et l'argent, c'est un peu inévitable en ce moment. Les deux métaux précieux ont touché des sommets cette nuit. Pour l'or, c'est un peu la routine. Pour l'argent, c'est nouveau puisque le vieux record de 1980 est tombé. L'once d'argent a dépassé 53 $ ce matin et porte ses gains 2025 à 84%. L'or qui a touché 4169 $ un petit peu plus tôt est presque humilié avec ses 59% de hausse seulement. En réalité, tous les métaux précieux ont le vent en poupe actuellement puisque le palladium est à plus 66% et le platine à plus 85%. Il y a de multiples raisons à cela, mais la plus marquante est sans doute la remise à plat des risques et des rendements à long terme dans un contexte de déficit budgétaire galopant. Et ce mouvement, il est loin d'être anodin, parce que pendant que tout le monde essaye de s'accrocher à la vague IA, beaucoup prennent aussi soin d'assurer leurs arrières. C'est ce qu'on appelle le debasement trade. Ce debasement trade, qu'on pourrait traduire par trading de la dévalorisation monétaire, n'est plus un pari marginal des survivalistes en gilet pare-balles. C'est désormais un sujet de discussion poli en réunion d'allocation d'actifs. Et là, je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'est Bloomberg qui a consacré un article ce matin au phénomène. Face à des déficits publics hors de contrôle, à des banques centrales de plus en plus politiques et à des États qui confondent gestion budgétaire avec planche à billets, les investisseurs commencent à revoir leur définition de ce qu'est une valeur refuge. Les obligations souveraines, elles sont trop risquées, les monnaies, elles sont trop manipulées, et même le dollar, malgré son rebond récent, tire la gueule sur l'année, lesté par la diplomatie tarifaire de Trump et sa croisade contre l'indépendance de la Fed. Or, dans ce paysage dégradé, l'or brille comme à ses plus belles heures, l'argent, on vient d'en parler, se prend pour un actif sexy, et les cryptos séduisent. Le Bitcoin rassurerait presque grâce à son horizon fini, puisqu'on sait déjà combien de Bitcoins seront minés in fine, grâce à son indépendance politique et à son statut d'anti-planche à billets. Quand même les patrons de fonds de pension et les pontes des hedge funds vous disent que l'or est plus sûr que le dollar, il est peut-être plus que temps de se demander si le roi est nu. D'ailleurs, il est déjà sans doute en string léopard en train de chercher des cryptos sur Binance. Le paradoxe de tout ça, c'est que ce saut vers la sécurité a lieu en parallèle d'une spéculation toujours effrénée
année sur les dépenses liées à l'IA qui place sous stéroïde tout un pan de l'industrie technologique. Et d'ailleurs en ce moment, être à la fois défensif et offensif, ça paye, à condition bien sûr d'être sur les bons actifs dans chaque thématique, parce que en 2025 jouer l'or et Broadcom c'est quand même mieux que le pétrole et Carrefour. Mais revenons à des considérations plus terre à terre. Aujourd'hui c'est le lancement officiel des grosses publications trimestrielles, Ericsson, LVMH, Givaudan ou Publicis du côté de l'Europe, JP Morgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo et BlackRock aux États-Unis. On a aussi Jérôme Powell qui doit prononcer un discours à 18h20, c'est-à-dire après la clôture européenne, mais pendant la séance à Wall Street. Le patron de la Fed donnera-t-il des indications alors que la Banque centrale n'a pas accès aux statistiques officielles à cause du shutdown? Eh bien, c'est l'une des questions du jour. La présidente de la Réserve fédérale de Philadelphie, Anna Paulson, elle, a pour sa part indiqué être favorable à 2 nouvelles baisses de taux d'intérêt d'1/4 de point cette année. C'est un petit peu aussi le pari du marché. Côté Asie-Pacifique, l'ambiance est restée un petit peu lourde du côté du Japon avec une baisse de 2,6%. L'avenir politique du pays se complique. Sanae Takeishi, qui était pressentie comme première ministre, peine à sauver sa candidature face à une opposition prête à soutenir Yuichiro Tamaki. Hong Kong perd 0,9%. La Corée du Sud recule de 0,6%, l'Inde est en léger repli tandis que l'Australie se redresse de 0,2%. Côté Europe, eh bien on est attendu en baisse assez marquée alors que les indicateurs avancés de Wall Street sont en train de reculer. On est toujours dans une phase de volatilité assez forte. On passe à l'actu des sociétés. Dans l'Hexagone, Michelin abaisse ses objectifs 2025 parce que le marché américain est toujours difficile. Publicis voit sa croissance organique atteindre 5 à 5,5% en fin d'année contre 5% précédemment envisagé. Côté Airbus, on va ouvrir de nouvelles lignes d'assemblage en Chine et aux États-Unis pour la famille vedette, la famille A320 Neo. Safran investit dans une nouvelle ligne d'assemblage du moteur d'avion LEAP au Maroc. Moody's a réduit de stable à négative la perspective de la notation crédit Baa2 de Stellantis. On a aussi des actus du côté d'Hoffmann Green Cement, d'Agrogénération, de Mare Nostrum ou de Vernier. Côté publication en France, outre Publicis et LVMH, on a SideTrade, Equinox, Mayo ou Monaki. Dans le reste de l'Europe, Ericsson enregistre une hausse de son bénéfice net au T3 malgré une baisse de son chiffre d'affaires. Givaudan a publié des ventes trimestrielles proches des attentes du marché. ABB va développer des matériels de centre de données d'IA de nouvelle génération avec Nvidia et TomTom dépasse les attentes en matière de bénéfices au T3. Parmi les autres publications du jour, on a notamment Schaeffler, Telecom Austria, Fraport ou encore Bossard. En Amérique du Nord, Apple lance son iPhone Air du côté de la Chine avec des précommandes qui débuteront le 17 octobre. Google va consacrer plus de 10 milliards de dollars à la construction d'un centre de données dans le sud de l'Inde. Le groupe annonce par ailleurs l'arrivée de Nano Banana dans Google Search, Notebook et Photos. Leonardo DRS, c'est la filiale américaine de Leonardo, et KNDS ont signé un accord d'association stratégique pour proposer un obusier automoteur haute performance à l'armée américaine. Et du côté des publications aux États-Unis, on a donc pas mal de noms. J'ai déjà cité JP Morgan, G&G, Wells Fargo et BlackRock. On aura aussi Goldman Sachs, Citigroup ou encore Domino's Pizza. Du côté de l'Asie et du reste du monde, Samsung Electronics a enregistré sa meilleure performance trimestrielle des 3 dernières années au T3. La production de cuivre de Rio Tinto au T3 a progressé de 10% sur un an. Le groupe minier s'attend à une production annuelle de cuivre dans le haut de fourchette, tandis que la production de fer sera plutôt dans le bas des prévisions. BYD songe à l'Espagne pour implanter une nouvelle usine. Astellas est en échec en phase 2 avec son candidat médicament dans le cancer du pancréas métastatique. La directrice financière de Santos a démissionné, elle est remplacée. Les actions PopMart progressent en bourse après que Tim Cook, le directeur général d'Apple, a visité une exposition Labubu à Shanghai, on est quand même peu de choses. Enfin, LG Electronics India a démarré sa cotation ce matin en Inde après son IPO. Côté agenda des publis, on a Aeon et Tech Mahindra aujourd'hui en Asie Pacifique. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.